Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amalricus, le cire et le loup, épisode 14. Lorsque Nadia revint au fort, elle était encore bien préoccupée. L'ouvrier était sur le parking. Dès qu'il aperçut la voiture, il vint à sa rencontre. « On vient de nous livrer le nouvel appareil à résonance, annonça-t-il, et un technicien d'estreinte électronique est là pour nous l'installer. » C'est à ce moment que Nadia remarqua une BMW noire immatriculée 75, garée un peu plus loin. « Parfait, dit-elle. Allons voir ce monsieur. » Paul attendait devant l'entrée de la caserne Joffre, là où se trouvait le QG. Il avait la tête levée en direction du fort et l'observait avec ce que Nadia crut être de la fascination. Ce n'est que lorsqu'elle l'interpella et qu'il baissa les yeux pour la regarder qu'elle remarqua que c'était un bel homme au sourire charmant. Elle, d'habitude si froide, se montra très agréable, ce qui ne manqua pas de surprendre l'ouvrier. Tout le matériel avait déjà été descendu dans le puits, et il ne restait plus à Paul qu'à le brancher. Ils s'enfoncèrent donc dans Joux pour rejoindre les lieux des fouilles. Alain ouvrait le chemin, tandis que Paul et Nadia, légèrement en retrait, discutaient des possibilités des appareils à résonance. Le Dest n'en laissait rien paraître, mais il était fort impressionné de se trouver dans le fief même d'Amalricus, cet étrange adversaire dont il ne savait que peu de choses. Plus il approchait, plus son malaise augmentait, et les premières minutes où il posa le pied sur la plateforme, il crut bien qu'il allait défaillir. Le branchement et les différents réglages prirent une bonne demi-heure, puis tout fut enfin prêt. Nous pouvons le tester. Vous avez un mur en particulier à sonder ? Demanda Paul. Oui, celui-ci, répondit Nadia en désignant la paroi où Moll pensait avoir trouvé une porte. L'ordinateur commença à recomposer l'image, et bientôt les restes humains repérés l'hiver précédent par Moll apparurent sur l'écran. Nadia parut étonnée. L'ouvrier demeura impassible et ne dit mot. Il savait que les observations de Moll n'apparaissaient nulle part dans les rapports de fouille, car après son départ, Prégnot avait refusé qu'on mentionnât le résultat de ses recherches et même qu'on poursuivît une quelconque investigation dans ce sens. Il préférait donc garder le silence, s'évitant ainsi la colère de Nadiatari et des questions qui auraient été inévitables. Ne soyez pas étonné, lança Paul après avoir pris une profonde respiration. Je le savais, et monsieur l'ouvrier ici présent le savait également. Alain eut l'impression de recevoir la foudre. Il fut complètement pris au dépourvu et sentit son sang se glacer lorsque les yeux inquisiteurs de Nadia se posèrent sur lui. Il aurait voulu avoir l'aplomb de nier et de mentir, le courage de soutenir les questions de sa supérieure et le regard noir de l'Odesse, mais il n'en fut rien. Après un long soupir, il acquiesça du chef sans motif. Mais ce n'est pas tout, mademoiselle, poursuivit Paul, qui, abandonnant le clavier, s'était approché de ses deux interlocuteurs pour donner encore plus de poids à ce qu'il allait dire. Vous savez ce qui s'est passé cet hiver dans la région ? J'ai personnellement été touché, mon neveu a été tué, et je puis vous affirmer que les fouilles que vous effectuez ont un rapport avec ces meurtres. Tari ne comprenait pas. Elle regardait Paul sans aucune expression sur le visage, mais avec des milliers de questions dans le regard. Le moment de la démonstration était venu. Regardez, poursuivit Paul en regagnant l'ordinateur. Je vais augmenter la profondeur à laquelle l'appareil va sonder. Il
Il pressa quelques touches, une barre rouge à l'intérieur d'un repère gradué apparut sur l'écran. Elle augmenta lentement, mais il ne se passa rien. Paul parut très désemparé et chercha un appui auprès de l'ouvrier. « D'accord, cela n'a pas marché, avoua-t-il. Mais monsieur l'ouvrier pourra vous raconter ce qui s'est passé cet hiver, au moment où cette expérience a été tentée. »« Je n'étais pas présent, » répondit l'ouvrier en baissant la tête. « Mais d'après ce que m'a raconté le professeur Prignou, le processeur de l'ordinateur a fondu. » Nadia ne disait rien, elle réfléchissait. Sans doute, si elle n'avait pas trouvé Paul si attirant, elle aurait de suite mis fin à ses délires. Mais pour le coup, elle décida de lui donner une chance. « Où voulez-vous en venir ?» demanda-t-elle. « Je voudrais vous parler en particulier. »« Bien, allons dans mon bureau. » Nadia avait écouté Paul en essayant de ne jamais perdre son sérieux. Mais lorsque celui-ci avait parlé de fantômes, elle n'avait pu s'empêcher de sourire. L'histoire qu'il lui racontait semblait tout droit sortie d'un roman de Stephen King, et si elle appréciait cet auteur, elle demeurait assez rationnelle pour savoir que tout cela n'existait pas. Paul faisait son maximum pour la convaincre, mais il se rendait bien compte qu'il ne parvenait qu'à l'amuser et que, à force d'insister, il commençait à l'agacer. Bientôt, le charme de l'Odesse ne fut plus suffisant et il se fit éconduire avec fermeté et sans la moindre politesse. Pourtant, Nadia ne put s'empêcher de faire un parallèle entre ce que lui avait raconté Paul et le moine, un étrange visiteur du soir. Deux camps commençaient déjà à s'affronter en elle, et elle préféra y mettre fin de suite. « Je suis une scientifique. Nous sommes à moins de 10 ans du 3e millénaire, et je me demande où est la vérité. Non, cet homme a dû consommer des produits illicites. » Nadia aurait vraiment voulu oublier cette discussion avec Paul, mais les événements qui suivirent rendirent cette tâche impossible. La nuit d'après, Sébastien, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vivait à Lacluse, profitait de l'obscurité pour, comme il en avait l'habitude, monter au fort de Joux. En effet, presque chaque soir pendant l'été, il se rendait là-haut, s'installait aux côtés de la forteresse et contemplait avec elle, tout en écoutant son Walkman, Lacluse endormie qui, de si haut, paraissait être une maquette. Il savourait particulièrement ces moments de tranquillité. Ce soir-là, en arrivant sur le parking du château, il avait remarqué que les voitures des archéologues étaient encore là. C'est pourquoi il ne fut pas surpris quand, une demi-heure plus tard, il entendit le bruit d'un moteur et qu'il vit apparaître en contrebas sur la route qui rejoignait Lacluse les feux d'une automobile. Le véhicule descendait tout doucement et machinalement, Sébastien le suivait des yeux. Soudain, un animal traversa la route devant les forts. Sébastien eut un geste de surprise. Le chauffeur de la voiture, lui, s'arrêta. Une portière grinça et une ombre descendit. Elle semblait fixer l'obscurité à la recherche de l'animal. L'espace d'un instant, une pensée traversa la tête de Sébastien. Et s'il l'avait mal vu et que la voiture l'eût heurté? L'ombre semblait très déterminée à retrouver la bête. Sébastien l'entendit même siffler et appeler. Puis renonçant, elle remonta dans son véhicule. Mais elle n'avait pas fermé la porte qu'une chose bondit du fourré et sauta sur le conducteur. Cela semblait être un animal puissant, un cri déchiré dans l'obscurité, puis un long klaxon. L'homme avait sûrement perdu connaissance et s'était écroulé sur l'avertisseur. L'animal, quant à lui, sortit de la voiture et disparut comme il était venu. Sébastien s'était dressé d'un bond en observant la scène. Ne faisant ni une idée, il s'était mis à courir pour rejoindre le véhicule. Mais il lui avait fallu faire un léger détour, car il ne pouvait pas descendre par le fossé sans risquer de se rompre les os. En arrivant en vue de la voiture, le klaxon s'était tu. Il distingua l'ombre d'un homme qui s'en éloignait. Une seconde, il pensa que la victime avait seulement été blessée, mais en s'approchant davantage, il trouva un cadavre jeté en arrière sur le siège.
On lui avait tranché un pied et un flot de sang continu s'écoulait sur le sol près de la pédale de frein. La victime était un des assistants de Nadia Tari. La presse se précipita sur l'histoire, faisant un parallèle avec les meurtres de l'hiver passé. Nadia fut excédée par l'affaire, mais cela ne fut pas suffisant pour la convaincre de rencontrer de nouveau Paul Lodès. 2 jours passèrent. Le soleil s'était couché depuis une longue heure quand Jean-Paul et Mireille, 2 amants en mal de discrétion, s'engagèrent sur la route des reculés pour y trouver un endroit tranquille. La nuit était douce et le ciel étoilé avait de quoi laisser les poètes rêveurs. Jean-Paul avisait un petit parking sur le bas-côté. Il y stationna sa voiture et fit glisser sa main droite du levier des vitesses aux jambes de Mireille, tout en essayant de se montrer spirituel. Bientôt, les 2 amants s'enlacèrent, ignorant tout ce qui pouvait les entourer, leur désir attisé par le goût du risque. Deux forts apparurent sur la route et, comme un fantôme, vinrent stopper derrière eux. Mireille leva machinalement les yeux vers le rétroviseur et poussa un cri. « Mon mari !» Il n'eut pas le temps d'en dire davantage que la portière de Jean-Paul s'ouvrit et qu'une main le saisit au collet pour l'extirper du véhicule. Mireille entendit quelques jurons, puis un coup résonna. Les 2 hommes étaient en train de se battre. Elle sortit de la voiture pour tenter de les séparer, mais ils avaient roulé à terre et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Jean-Paul, profitant d'un moment d'inattention de son adversaire, se redressa. Il tournait le dos à la forêt et s'apprêtait à asséner un violent coup de pied au mari de Mireille. Il n'en eut point l'occasion. Une lame brilla dans la nuit en se reflétant dans un rayon de lune. Elle semblait venir de nulle part et accomplissant un tracé circulaire, elle vint séparer la tête de Jean-Paul du reste de son corps. Cette dernière, sous le choc, vola littéralement à plusieurs mètres. Le sang gicla jusqu'à la voiture, éclaboussant au passage le visage de Mireille. Elle poussa un cri qui ne fit pas réagir son mari, allongé à moitié inconscient sur le sol. Un homme sortit du sous-bois. Il était grand et avait une carrure impressionnante, habillé d'une côte de maille et la tête recouverte d'un haut. Il resta quelques instants à regarder le mari allongé sur le sol, puis levant à nouveau son épée, il l'enfonça sans hésiter dans la poitrine de ce dernier. Un filet de sang coula de sa bouche et ses 2 yeux s'ouvrirent pour accueillir la mort. Déjà, l'agresseur se penchait sur le corps de sa 2e victime et lui saisissant la main droite, il la lui coupa net. Mireille ne resta pas longtemps paralysée par la peur. Elle s'engouffra dans la voiture et démarra. L'agresseur était maintenant debout au milieu de la route, tenant à la main ensanglantée qu'il venait de trancher. Sans réfléchir, Mireille enfonça l'accélérateur et le percuta de plein fouet, puis s'enfuit. L'homme resta allongé, comme mort. Bientôt, le loup s'approcha du corps sans vie de son maître, et, du bout de la truffe, lui hima le visage. La main de l'homme se leva alors pour caresser l'animal, et bientôt il se redressa complètement. Ils demeurèrent tous 2 un long moment sur la route, puis s'évanouirent dans un filet de brume. Quand la police arriva sur les lieux, même les plus anciens parmi les agents eurent du mal à contenir leur envie de vomir. Les corps des 2 victimes étaient allongés là, à même le sol, l'un d'entre eux décapité. Ils retrouvèrent la tête à peine plus loin. En revanche, la main du mari de Mireille avait disparu. Dès le lendemain, le préfet de police prit des mesures. L'accès au marais à la route des reculés fut interdit. Des battues furent organisées, sans résultat, et, jour et nuit, on vit circuler les estafettes de la gendarmerie. On fit même venir de Besançon une escouade de CRS. Il n'était plus simplement question de faire voir qu'on faisait quelque chose. Il fallait véritablement mettre un terme à ces massacres. Le calme sembla revenir, mais au prix élevé de la mise en état de siège de toute la région. Bon, annonça l'ouvrier. Et si nous allions déjeuner ? Il est déjà 12h30 et je dois vous avouer que mon estomac gargouille un peu. Allez-y sans moi, je voudrais finir cela, je vous rejoindrai à l'accuse, répondit Nadia sans même lever les yeux des documents qu'elle parcourait. Allons, renchérit l'ouvrier,
Vous me dites cela chaque midi, et chaque midi, quand je reviens ici, vous n'êtes toujours pas sorti de ce tombeau. Si vous continuez ainsi, il deviendra peut-être le vôtre. Personne ne peut vivre sans manger. » Elle leva les yeux, eut un sourire, puis d'un soupir savoura vaincu. Ils quittèrent tous deux le fort. C'était le début du mois d'août et la nature était encore généreuse. Le soleil eut pour premier effet de les éblouir. Des heures et des heures passées dans la pénombre du tombeau à traquer le plus petit indice n'avaient pas laissé les yeux indifférents. Après une courte période d'adaptation, ils purent contempler le monde qui les entourait. Ils prirent la voiture de l'ouvrier et s'engagèrent sur la route qui descendait à l'Acluse. Bientôt, une barrière improvisée se dressa devant eux. Il s'agissait d'un barrage de la police qui, depuis ces derniers événements, contrôlait étroitement l'accès au fort du fait de sa proximité avec les marais. Le policier de faction fit signe au véhicule de stopper. En s'approchant, il eut au fait de reconnaître ses occupants. « Bonjour messieurs, dames, belle journée, n'est-ce pas ?»« Comme vous dites, » répondit courtoisement l'ouvrier. « Les nouvelles de votre tueur ?»« Non, rien sur ceux détraqués. Il semble s'être volatilisé. Je vous conseille de rester prudent. »« N'ayez crainte, je n'ai pas la moindre intention de visiter les marais ces temps-ci. Allez, bonne journée. »« Merci, de même. » La voiture reprit son trajet sur les méandres du chemin. L'ouvrier demeurait silencieux, visiblement très préoccupé. Plus le temps passait, plus il était persuadé que Prégneux n'avait rien à voir avec ces meurtres. Pourtant, il se sentait un peu responsable de sa mort. Lorsqu'il avait trouvé les photos, il n'avait pas osé lui parler et il n'avait pas voulu les remettre à la police. En les confiant au journaliste, l'ouvrier avait naïvement cru que ce dernier mènerait une enquête. Mais non, il avait tout publié le lendemain et Georges s'était suicidé. Alain avait essayé d'oublier, mais depuis que les meurtres avaient recommencé, cela était devenu impossible. Nadia remarqua soudain son embarras. Elle lui demanda si tout allait bien, il eut un sourire et mentit en répondant que oui. Depuis un mois qu'il travaillait avec la jeune femme, il commençait à l'apprécier, faisant fi de son caractère dominateur et de sa mauvaise humeur fréquente. La voiture atteignit bientôt le village. Elle stoppa quelques minutes plus tard devant un restaurant dans lequel l'ouvrier avait ses habitudes. Et c'est autour du plat local que reprit la conversation des deux scientifiques. « Bien, si nous profitions de ce repas pour faire le point sur les recherches, » insista Nadia. « Vous ne vous reposez jamais, vous ne vivez que pour votre travail. »« Écoutez, monsieur l'ouvrier, je ne suis pas ici pour me faire psychanalyser et j'ai déjà suffisamment perdu de temps. C'est pourquoi je préférerais mettre celui-ci à profit. »« Bien, » dit-il. Nous avons fini d'étudier tout ce qui se trouvait dans le tombeau et j'ai reçu hier de Dijon les derniers résultats des analyses. Tout ce qui se trouve dans cette pièce date de la fin du XIe siècle. Il apparaît à plusieurs endroits sur les murs des peintures et des textes faisant allusion à un certain Amaldricus, ce qui se traduit en français par Amaury. C'était un des premiers sur deux joues. Il vivait entre 1057 et 1075. Apparemment, il était surnommé le Cirouleau, du moins d'après les documents retrouvés dans l'amphore. Il semble aussi que c'était un homme cultivé qui savait écrire, ce qui était très rare pour l'époque. À moins bien sûr qu'il n'ait été dans les ordres, ce qui semblerait étonnant. Mais le plus curieux, c'est qu'on l'ait enterré là. À moins que l'on n'ait enterré personne ici. Mais le cadavre, enfin le squelette sur l'autel, d'accord, il n'était pas entier, mais tout de même, j'ai reçu cela ce matin. Elle sortit du sac qui ne la quittait jamais, un dossier relié de quelques pages, elle le tendit à l'ouvrier, puis elle poursuivit sans lui laisser le temps de lire. D'après les analyses, les différentes parties du squelette n'appartenaient pas à la même personne. Alain feuilleta le document. « Mais c'est pire que cela, fit-il remarquer. Les différents ossements ne datent pas de la même époque. »« Non, apparemment, les plus récents dateraient des années 30. Mais là, je pense qu'il y a une autre explication, peut-être une erreur. Je vais demander au labo une nouvelle analyse. »« À moins que le tombeau ait été découvert avant. » Non, je ne pense pas. Une telle découverte ne serait pas passée inaperçue, même à l'époque. Non, il a dû y avoir une erreur dans les datations. En revanche, le fait que les ossements appartiennent à des personnes différentes ne fait aucun doute. Le test ADN est fiable à 100%. Qu'en déduisez-vous ? Que votre étudiant, j'ai oublié son nom, Moll ? Oui, Moll, avait raison, ce n'est pas un tombeau. Cela expliquerait tout en effet, mais cela poserait d'autres problèmes. Que faisaient ces restes posés sur cet autel ? À quoi servait cette pièce ? Date-t-elle vraiment du XIe siècle, étant entendu que les châteaux en pierre n'existaient pas alors ? Et l'amphore avec cette lettre ?
Je suis plus inquiète à cause de celles qui ont disparu. Elles auraient sans doute pu nous aider. Il y eut un silence, chacun cherchant un nouveau rôle pour la pièce qu'il n'était plus raisonnable d'appeler tombeau. J'ai compris ce qui me gênait, reprit soudainement Nadia. Dans toute la pièce, nous n'avons trouvé aucun insigne, aucune référence, absolument rien concernant la religion. C'est vrai, remarqua Alain, ce qui est bien étonnant pour l'époque. Peut-être sommes-nous face à un culte païen avec sacrifice humain, ou d'où la différence d'origine du squelette. Auquel cas, on comprendrait pourquoi la pièce a été bouchée. Mais que viendrait faire Amaltricus dans cette histoire? Il était chrétien. Le seul document qu'on ait et qui le concerne est une cession de terre et de gens au monastère Saint-Pierre de Romain Mautier. S'il avait été païen, il n'aurait pas traité avec les moines et eux non plus. Vous avez raison. De toute façon, à cette époque, toute l'aristocratie était chrétienne. Il y eut un nouveau silence, tous deux absorbés par leurs pensées. Nadia reprit de nouveau. Nous allons faire confiance à la théorie de Moll. Nous allons ouvrir cette porte et voir exactement ce qui se cache derrière. À suivre.